Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Dutheil, je suis responsable du bonheur chez MV Group. Ma mission, c'est de rendre les gens heureux. C'est cool comme job, non? Enfin, c'est le plus beau job du monde en fait, donc c'est plutôt sympa. Mais j'ai pas fait ça toute ma vie. Avant de vous présenter les deux personnes qui arrivent juste après, j'ai été diplômé d'une école de commerce, j'ai été ingénieur commercial dans des grosses boîtes, et puis ça m'a saoulé un petit peu, ça manquait de sens, et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti autour du monde. Et j'ai fait des vidéos, ce que j'aimais vraiment faire sur YouTube. Sauf que quand je suis parti, j'avais pas forcément le matériel, j'y connaissais rien en son, en prise de son, etc. Donc je vais sur des grandes plateformes internationales pour regarder, comparer les trucs et tout, et je me rends compte que j'arrivais pas à faire mon choix. Il y en avait pour plus de 500, 600 euros quand même de matériel. Et puis du coup je me suis dit, si tu veux faire des vidéos sur YouTube, va voir déjà sur YouTube s'il y a peut-être des gens qui proposent des choses intéressantes qui pourront t'aider. Et donc j'ai fait le choix du Canon G7X grâce à un YouTuber. Donc tout ça pour vous dire que ça peut être un nouvel angle de tir pour vous. On les appelle aussi les influenceurs qui peuvent, on va dire, transmettre l'opinion, peut-être à moindre coût par rapport à la publicité classique. Et là, aujourd'hui, on a invité deux experts, des autodidactes, des entrepreneurs, je dirais même des serial entrepreneurs. Ils sont jeunes. Je vais vous demander de les accueillir. C'est Manuel Diaz et Romain Laneri. Salut tout le monde. Bonjour. Ça va, ça influence? Pas trop l'occupation des sièges, on dirait que ça influence pas. On aurait dû faire un live Insta Story en fait. C'est ça. Ouais. Bon. Tu triples la pièce, mais tu les vois pas. C'est aussi un plaisir différent. Bonjour à tous. On est content d'être avec vous. Carrément. On aimerait avoir une grande conversation avec vous. Alors, on va garder du temps pour toutes les questions-réponses. Donc, notez toutes les conneries qu'on dit pour pouvoir nous reprendre à la fin, évidemment. Et on est là avec Romain pour parler de ce qu'on appelle l'influence. Alors, comme on est sympa et qu'on aime bien l'IMF, en fin d'année, on a commandé un sondage pour essayer de regarder le rapport entre les Français et soi-disant ce qu'on appelle les influenceurs. Et on a posé cette question en décembre à un panel représentatif de Français. Pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver cette étude gratuitement sur obsconso.fr, obsconso.fr, et tout un tas d'autres études d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que sur la large gamme 18-77 ans, qui est le panel qui a été fait par l'Institut de sondage Doxa pour BFM, il y a quand même 41% des Français qui disent qu'ils déclenchent une décision d'achat sur la base d'un créateur de contenu. Je ne sais pas si vous aviez une idée de cette proportion ou pas, mais moi j'ai été assez bluffé par ces résultats. Et ces résultats, ils sont combinés à un autre chiffre qui me semble intéressant, c'est que sur le même panel et la même tranche d'âge, il y a un peu plus de 60% des Français qui se décrivent comme en relation de défiance avec la publicité. Donc quand on s'intéresse... On va se faire des ennemis là. Hein. Ouais, bon, écoute, on n'est plus à ça près. Quand on s'intéresse à comment les processus décisionnels se forment, se fabriquent au quotidien, je pense que ces deux chiffres sont intéressants. Et toi, Romain, est-ce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a, est-ce que tu peux... On t'appelle un influenceur, mais comment toi tu te présentes en fait, en réalité? T'as de l'influence, mais tu l'as pas choisi. Déjà, ça te tombe dessus au fur et à mesure, puisque Internet fait que tu évolues avec une communauté que tu acquis avec le contenu que tu crées et que tu publies. Au départ, j'ai démarré dans ma chambre, j'avais 15 piges. Quand j'ai commencé à faire ça avec un peu plus d'ambition que simplement déconner avec les potes en rentrant des cours, et à cet âge-là, tu crées juste ce qui te plaît. Et ce qui est fascinant, c'est de te dire qu'à l'autre bout du monde, un gars qui habite en Afrique va répondre, réagir à ta vidéo et du coup faire évoluer ton contenu puisqu'il va réagir à ça. Et à ce moment-là, tu peux commencer à appeler ça de l'influence. En fait, on est tous des influenceurs, que ce soit avec les enfants, avec notre famille. On peut tous conseiller des produits tous les jours. Et Internet nous a donné la possibilité de le conseiller au monde entier en un claquement de doigts et sans demander quoi que ce soit à personne.
Ça, c'était assez magique, ouais. Et est-ce que tu te définis comme un influenceur ou comme un créateur de contenu? Parce que la nuance Mais je sais même pas s'il y a existe vraiment. chez certains. En fait, si tu veux chercher la petite bête, tout ce que tu fais tous les jours influence. Tu vois, le fait que tu annonces les chiffres au début, influence. Le fait que les gens soient là et le disent à leur famille avant de partir ce matin, ils ont influencé leur famille en leur faisant découvrir là où on est aujourd'hui. Du coup, pour moi, je me considère vraiment en tant que créateur de contenu parce que c'est ce que je vends. Au-delà des chiffres, les chiffres peuvent être impressionnants, incroyables et tout ce que vous voulez, ça reste des chiffres et on le sait, c'est très éphémère. Et ce problème-là, tu viens justement l'ajuster avec ton contenu que tu publies. Plus ton contenu est intéressant, plus ton contenu est pertinent, plus tu vas réussir à intéresser les gens sur le long terme. Et c'est ce que je cherche, en tout cas personnellement. Mais il ne faut pas oublier que YouTube, c'est une plateforme avec plein de créateurs différents et on a tous et toutes une manière différente de procéder. Alors, n'ayez pas peur, ça n'est pas vexatoire. Qui ne connaît pas ou pas bien, comme ça, vous pouvez ne pas avoir peur, Romain dans la salle. Ah ben voilà, je le savais. Cool, je suis pas venu pour rien. C'est le sens de l'accueil. Et donc, je pense que du coup, la salle nous dit résumé de ton parcours. Parce que tu as commencé à 15 ans. Version courte ou longue? Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton pitch? Je crée du contenu vidéo et photo sur tous les produits qui s'allument et qui s'éteignent et qui m'intéressent. Qui s'allument et qui s'éteignent, pardon. Voilà. Donc en gros, toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, quand il y en a une qui me paraît pertinente, intéressante ou qui va faire évoluer les technologies de demain, j'ai souvent envie de prendre ma caméra, de vite le partager à la communauté qui me suit pour justement partager un contenu que je viens de découvrir et créer du coup aussi un contenu à regarder. Et tu as commencé très tôt. J'ai commencé à 12-13 ans à rigoler avec une caméra. À 14 ans, à la sortie des cours, ce qui m'intéressait, c'est pas d'aller boire un verre ou quoi que ce soit, c'était que les potes qui venaient d'acheter un produit à la Fnac ou autre, les gardaient bien avec eux emballés pour que je puisse le déballer avant qu'ils l'utilisent. Voilà, ça c'était mon life goal de l'époque. Et puis, au fur et à mesure, à 15 ans, je me suis regardé face à tous mes copains en cours. Je me suis dit, moi, je sais déjà ce que je veux faire. J'ai vraiment envie d'essayer, en tout cas d'entreprendre. Je parle toujours d'essayer parce qu'il y a toujours un risque d'échouer, évidemment. Maintenant, nous, on ne le sait jamais. Les gens autour de toi te disent que tu peux échouer, que tu peux ne pas réussir, mais tu es tellement persuadé et passionné que tu ne vois pas du tout ce risque-là. Donc, à 15 ans et demi, juste avant mes 16 ans, j'avais déjà fait tous les papiers pour créer ma petite entreprise, tu vois, pour essayer au moins de rendre ça officiel. Et à 16 ans, j'ai eu le premier rendez-vous marketing de ma vie. C'était absolument pas avec une marque, c'était avec mon directeur. Voilà, au lycée, je suis allé le voir en plein cours. J'ai fait mine d'avoir mal à la tête pour aller à la pharmacie, comme ça durait un peu plus longtemps. Je vais voir mon directeur et en fait, je fais mon premier business plan. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque et je lui expose en fait tout ce que j'aimerais faire dans les années à venir. Et j'étais tellement persuadé qu'à la fin de ces 20 petites minutes que j'ai pris, il a appelé ma mère. Et il lui a dit, écoutez, il a l'air passionné à fond dedans, laissez-lui 1 an, et dans le pire des cas, je vous le garantis, je le reprends 1 an après. C'est assez magique et on n'a pas tous cette chance-là aussi de tomber face à des personnes qui peuvent vous comprendre ou ne serait-ce que vous écouter. Ça peut paraître bête, mais dans un lycée, t'es pas le seul. Donc si tu as 40 demandes comme ça par jour, tu as du mal à faire le tri. Donc comme sur Amazon, on pouvait renvoyer le produit au bout d'un Ouais, exactement, ouais. J'ai eu un peu cette chance-là. Voilà, je sors des cours le lendemain, j'avais signé la paperasse comme quoi je voulais arrêter les cours, je savais à peine écrire parce que j'avais jamais compris vraiment pourquoi je devais pas faire de faute d'orthographe, je savais à peine compter parce que j'avais jamais écouté en cours de maths, je faisais mes scripts pour mes vidéos, et la prof de français d'ailleurs cette année-là m'avait aidé à créer quelques vidéos parce qu'elle avait bien compris que de toute façon son devoir je ne le ferais pas, et par rapport à ça, c'est comme ça en fait que cette première année-là, je me suis challengé tout seul en me disant bon voilà, il faut que tu apprennes à écrire parce que si tu veux que les gens te prennent au sérieux, il faut que tu puisses t'exprimer correctement, il faut que tu apprennes à t'exprimer aussi, puisqu'en vidéo, tenir une vidéo de 10 minutes, parfois, même chez quelqu'un d'autre qui va pas couper autant la vidéo ou l'éditer correctement, il faut que tu saches quoi dire. Ça a commencé comme ça. Et la résistance familiale, alors? Ah, c'est toujours compliqué, ça. On fait cet aparté sur la présentation parce que Romain est un échantillon représentatif de beaucoup de créateurs de contenu qui ont vécu beaucoup ce cycle-là, en fait. Et toi, est-ce qu'il y a eu de la résistance familiale ou pas? Je me suis jamais dit à ce moment-là, il fallait juste que j'aille droit au but, que j'essaie encore une fois, parce que sinon j'aurais été triste toute ma vie de me dire, mais attends, à ce moment-là, tu savais quoi faire, pourquoi tu t'as pas pris tes 2 mains pour essayer? Et à ce moment-là, il n'y a pas grand monde derrière toi, quoi. Les copains, ils trionnaient. YouTube, à l'époque, tu n'avais même pas la publicité avant les vidéos. Donc comment leur expliquer que tu allais gagner ta vie avec, alors qu'il n'y a personne qui s'intéressait aux médias que tu étais en train d'utiliser? Et puis au fur et à mesure, la première année, du coup, mon challenge, c'est ce que j'avais défini avec ma mère. Elle avait un petit poste et je lui ai dit, écoute, je vais essayer qu'au bout de cette année-là, je puisse gagner à peu près le même salaire que toi en moyenne par mois.
Donc, c'était pas mirobolant, incroyable, mais c'était un petit challenge quand même. Tu as 17 ans, tu essaies de te débrouiller tout seul. Donc la première année, tu as énormément de cartons qui sont arrivés avec tous les produits que je voulais tester de manière inimaginable. Et du coup, j'essayais de contacter toutes les marques par n'importe quel moyen. Je pense que j'en ai saoulé beaucoup les premières années, mais au moins on m'a remarqué. C'est un peu cette chance aussi. Et par rapport à ça, après, tu te prends juste en main tout seul. J'ai vécu très vite, très tôt de mon côté parce que je voulais me détacher de tout ce cercle familial un peu cocon. Tu as l'impression que rien peut t'arriver de mal, qu'il y a toujours tes parents qui sont derrière. En tout cas, j'ai eu la chance d'être dans une famille où j'avais pas de besoin, donc c'était horrible parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de but. J'avais l'impression de pouvoir tout avoir alors que c'était pas forcément le cas. T'as beau tout avoir, si tu fais pas ce qui te plaît, t'es vite malheureux dans la vie, quoi. Donc, Au bout de quelques années, tu es aujourd'hui parmi, on va dire, un des plus grands influenceurs sur la tech en France. Juste quelques chiffres, combien de personnes te regardent sur YouTube ou te suivent ou sont abonnés à ta chaîne? En moyenne, il y a entre 3 et 5 millions de vues par mois. Dès que je sors une vidéo, il y a plus de 100 000 personnes qui vont voir la vidéo dans les 24 heures. Et on a dépassé les 100 millions de vues cumulées en 5 ans. Donc 100 millions de personnes qui peuvent avoir vu la vidéo plusieurs fois. Hein. Je le dis aussi, c'est ce que veut dire cumulé. Il y a plus de 800 000 abonnés YouTube. On est bientôt à 200 000 abonnés sur Instagram. Un réseau social que j'utilise beaucoup puisque j'ai démarré justement par la photo. J'étais passionné de photo au début. Et puis Twitter, pareil, 160 000 personnes. Facebook, j'utilise plus forcément, mais il y a toujours 60 000 ou 70 000 personnes qui suivent de temps en temps les publications quand tu payes un peu Facebook. Donc voilà, j'en suis là. Encore une fois, c'est des chiffres et le but, c'est que ça dure sur le long terme. Mais oui, ça devient grand. Et alors, est-ce que ce parcours, c'est un parcours jonché de roses, c'est-à-dire, je vais le évidemment, faire, tout est facile. Je vais le faire différemment. La réputation des influenceurs, c'est chez les marques, moi qui fréquente beaucoup les marques, c'est de se dire ouais, mais de toute façon, bon, ils foutent rien toute la journée, ils sont devant YouTube, ils regardent Netflix, ils branchent leur caméra dans leur chambre et puis en 5 minutes, ils ont fait leur vidéo et puis ils passent à autre chose. Elles ont raison, hein, mais on les connaît pas, ceux-là. C'est un peu le problème, c'est qu'il y en a qui peuvent réagir comme ça, mais c'est pas comme ça que tu tiendras sur le temps. Donc non, aujourd'hui, on est tous entrepreneurs. On se définit comme youtubeur parce qu'on exploite la plateforme YouTube pour partager nos vidéos, mais on est avant ça entrepreneur. Et moi, je connais aucun entrepreneur qui travaille 1 heure par jour. Quand tu vois les titres sur YouTube, travailler 1 heure par jour, gagner 40 000 euros par mois, faut arrêter 2 secondes. Pour en arriver à ce stade-là, tu as dû en passer des années et des années à optimiser justement ce que tu fais. Donc par rapport à ça, je pense que tu n'as rien à forcément essayer de prouver. Puisque dans plein d'autres domaines, au début d'Internet, quand tu avais des développeurs qui ont découvert leur PC, qu'ils avaient 10 ans qui étaient dans leur PC, je pense que beaucoup de parents étaient là en mode « mais c'est quoi ce truc? Ça sert à rien, va travailler comme ton père ». Et dans tous les domaines nouveaux, aujourd'hui, tu as cette réaction-là, et elle est normale. Maintenant, ce qu'il faut accepter, c'est d'évoluer et d'essayer de changer son avis là-dessus et de ne pas avoir une seule et mauvaise idée en voyant un créateur de contenu, par exemple, qui peut être mauvais, parce que, encore une fois, YouTube, c'est qu'une plateforme, et il faut juste savoir quelle chaîne choisir, en fait. Ton processus de travail ou ta journée type, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont au contact de marques ou qui font des mix marketing dans la salle. Pour bien comprendre un influenceur, si tu veux bien donner un peu des coulisses, Alors souvent, de ce que je vois, je fais pas forcément mon planning, mais de ce que je vois avec du coup les autres collègues quand ils créent, etc., on se réveille tous entre 6h30 et 8h. Ça dépend en fait du contenu que tu produis parce qu'il y en a qui font beaucoup de live. Donc au lieu de poster une vidéo qui est travaillée, ils réagissent en direct et parfois ça peut durer toute une nuit parce que des gens adorent suivre du contenu en live. Donc il y a des gens qui vivent la nuit, d'autres le jour. Ceux et celles qui vivent le jour et qui se rapprochent le plus de mon planning se réveillent entre 6h30 et 7h30 du matin. Ils commencent avec un petit déj qui en général commence déjà sur le téléphone, même avant la pause pipi le matin. Il faut déjà être sur le téléphone pour réagir aux réseaux sociaux parce que si tu loupes une news et les gens qui te suivent et qui partent en cours, après ils ont cours, ils regardent plus le téléphone. Donc ça sert à rien de réagir à 9h quand tout le monde est en cours. En fait, c'est calé sur la tranche d'âge que tu Souvent, vis. Ouais. Par exemple, j'ai pu voir d'autres entreprises qui se sont servies des réseaux sociaux pour faire parler d'eux. Souvent, c'est rigolo, ils lancent un jeu concours le matin à 10h30 parce que la communauté un peu plus âgée a une pause clope ou pause café à 10h30, relance le jeu aux alentours de midi 13h quand à la pause déj et ensuite réagissent le soir quand les gens sont chez eux. Donc on essaie de suivre et de communiquer. Encore une fois, le but c'est pas de juste poster quelque chose pour que ça soit dans le vent. Ce qu'on adore et moi ce qui m'a motivé au début, c'était de trouver des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi. J'arrivais pas à trouver à la sortie des cours un gars qui adorait démonter un ordinateur, donc il fallait bien que je passe par internet pour retrouver des gens qui avaient à peu près les mêmes passions que moi.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train de communiquer ensemble via Internet. Je réponds pas à tous les messages, mais en tout cas, le message clé de base qui est posté, c'est fait pour qu'il soit interprété par l'ensemble de la communauté qui te suit. Alors, ton processus, donc, il est calé sur les horaires de ta cible. Et donc, dans ta journée, tu fais quoi? Tu tournes beaucoup, tu écris, est-ce que tu bosses tout seul ou avec d'autres? Enfin, J'ai commencé tout seul. ouais. Aujourd'hui, on est 3, donc il y a une personne, on est 3, il y a une personne qui se charge de tout ce qui est gestion de projet, pour éviter que j'oublie quoi que ce soit lors d'un tournage, pour que tous les billets d'avion soient calés quand on part à plusieurs à l'autre bout du monde filmer une vidéo, pour apprendre quelque chose en photo ou en vidéo, qu'on veut faire un tutoriel explicatif. Et il y a une autre personne qui m'aide sur toute la réalisation des vidéos, sur certains montages, parce qu'aujourd'hui j'ai un rythme de 2 vidéos par semaine en moyenne. Et tout seul à tenir, c'est pas forcément évident. Donc ça m'aide aussi de pouvoir travailler mon contenu. En fait, mon objectif sur le long terme, c'est de continuer d'être à fond dans les idées et dans la découverte et la recherche des produits qui m'intéressent pour ne pas lésiner cette partie-là qui au final est la plus intéressante. Si demain je me mets devant un PC à faire un montage toute la journée et que je ne fais que ça de la semaine, je suis pas forcément très créatif. Je suis plus, tu vois, dans le fait de créer quelque chose directement, mais sans forcément chercher le sujet de base. Donc aujourd'hui, je m'entoure. Et au niveau du planning, le matin, c'est plutôt, me concernant encore une fois, j'adore soit tourner les vidéos le matin. Je sais qu'après la pause déj, je suis un peu comme vous, je commence à vite m'affaler et je suis beaucoup moins dynamique en vidéo. Et puis ensuite, c'est également de la découverte et beaucoup de temps passé en fait à consommer le contenu qu'on produit aussi. Tu peux pas aujourd'hui vouloir parler de chevaux sur ta chaîne si tu fais jamais de cheval ou que tu regardes jamais d'autres chaînes de chevaux, parce que c'est aussi comme ça que tu vas t'informer de tout ce qui se passe dans ton domaine. Donc, il y a de la veille aussi qui fait partie. Il y a beaucoup de veille, ouais, et beaucoup de rencontres aussi. C'est beaucoup de physique aujourd'hui. Je dis toujours que le côté irréel m'a amené au réel. Internet, on voit jamais personne derrière l'écran, mais au final, en prenant le temps de connaître les gens, tu peux les rencontrer dans la vraie vie. Dernièrement, j'ai fait un voyage en Afrique du Sud avec une marque qui a pu m'accompagner du coup sur un projet qu'on voulait mener à bien là-bas, et j'ai rencontré un créateur de contenu qui habite là-bas à Cape Town. C'était incroyable de pouvoir se dire que grâce à Internet, tu peux rencontrer, visiter des villes. Ça nous paraît tous anodin, hein. Tu prends Airbnb, tu vas où tu veux dans le monde, mais ça reste quand même une prouesse technologique qui est encore récente, quoi. Elle a moins de 20 ans, t'imagines? Alors, nous, on s'est rencontrés parce que Je suis un peu curieux. le rapport aux marques était compliqué, en fait. C'est-à-dire que le rapport entre les marques et les créateurs de contenu, c'est je t'aime moi non plus, en fait. Les marques ont toujours été habituées à payer quelque chose pour être sûres d'avoir exactement ce qu'elles souhaitaient à l'issue de ce paiement. Ce qu'on a dû leur expliquer, c'est que c'était la plus pourrie des méthodes pour travailler avec un créateur de contenu. On n'est pas une boîte de prod. Tu peux pas venir me demander de placer à 2 minutes 03 l'écran de telle manière et de donner telle spécificité. Parce que si ça me parle pas à moi, si ça me touche pas et que ça m'intéresse pas, comment la communauté qui me suit depuis 5 ans, qui m'est familière, va pouvoir interpréter correctement ce que je veux expliquer sur le produit? Et pour exemple, Cape Town, c'était kayak.fr, tu sais, le site pour voyager et de comparateurs, qui m'a dit « Ok, on aimerait juste te débloquer un budget pour que tu partes avec tes potes en Afrique du Sud. On adore la façon dont tu fais tes vidéos. Ton objectif, c'est de réaliser 3 défis sur place. Nager avec les requins, sauter de l'avion, des trucs que vous pouvez trouver ultra cool. Et finalement, en une semaine, ça représente un timing et un professionnalisme à avoir, parce que faut pas rester trop longtemps dans la chambre d'hôtel à dodo le matin, sinon tu fais pas grand-chose, tu repars dans l'avion, t'as aucune image, quoi. Donc on est parti à 2 là-bas. Et ce qui était génial, c'était toute la liberté que m'a offert, par exemple, ce partenaire-là qui avait tout compris. Parfois, quand on reçoit des demandes, ça peut paraître très rose d'un côté, on a un beau billet, c'est incroyable, on va voyager. Et puis de l'autre côté, on s'aperçoit qu'en fait, on est pieds, mains liés à la marque et on devient, c'est même pas au-delà d'un ambassadeur, c'est limite, t'as envie de prendre des parts de la marque, tellement t'as l'impression de devoir faire ce qu'elle te dit. On te demande d'exécuter quasiment une pub, quoi. Exactement. On fait pas de la publicité. C'est très difficile encore à définir parce que justement c'est récent, mais je pense que c'est là où le terme d'influence vient rentrer en jeu. C'est que indirectement, on a la chance de pouvoir mener à bien un projet encore plus fou qu'il l'aurait été. Exemple, j'aurais très bien pu faire un top 5 des sites internet pour voyager que j'aurais fait dans mon bureau tranquille face caméra. Mais pour rendre la chose un peu plus folle et pour éviter que je sois en déficit à la fin du mois, il y a une marque qui m'a contacté pour me dire « Écoute, on peut faire le même projet, mais en mieux. Et on peut t'accompagner carrément, faire un voyage pour que ta communauté comprenne ce qu'on offre aux gens. » Et c'est là-dessus où on arrive vachement bien à communiquer avec les marques. Et c'est ce que toi, tu faisais. C'était ton domaine. Moi, mon domaine, c'était de faire une super vidéo et de pouvoir toucher correctement les gens et d'arriver, en tout cas, à avoir cette proximité que j'ai avec la communauté.
Et c'est comme ça que j'ai découvert une de tes interviews. Tu avais une interview sur YouTube. J'ai vu ta chaîne, j'ai fait, il a pas beaucoup d'abonnés quand même. Je rigole, c'est pas la première chose qu'on voit. Et je me suis dit, tu as peut-être une relation avec les marques qui est vachement sérieuse, elles croient en toi, et moi de mon côté, mes abonnés croient en moi. Alors que si je devais te mettre face à mes abonnés, ils te diraient, oula, lui, marketing, commercial, non, il va me mentir tout le long de la vidéo. Et je pense que le meilleur, c'est de faire rencontrer nos deux mondes tel qu'on l'a fait il y a quelques mois avec Emakina Influx, où on a créé une agence où il y a les créateurs qui sont au cœur du sujet et justement de la mise en place de ces opérations-là. Alors, au-delà du fait qu'on a trouvé un interstice d'opportunité dont on nous a demandé de venir parler avec vous aujourd'hui, je pense que ce qui était intéressant dans cette question, et une question que vous pouvez vous poser, c'est le rapport entre les marques et ces créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'on comprend bien quand on écoute Romain, qui est un échantillon assez représentatif, que lorsqu'on est une marque, on ne peut pas commander une vidéo bouclée de bout en bout en disant bon, tu fais ton intro comme ça, ton plan comme ça, ou que ce soit une vidéo ou un post Insta ou toute autre forme de création de contenu. Et il y a cette difficulté chez les marques d'accepter cet espace de liberté. C'est-à-dire que c'est le je t'aime moi non plus entre j'ai besoin d'eux parce qu'ils fabriquent une influence palpable, notable, dont on sait qu'elle est quantifiable. Il suffit de regarder les chiffres d'affiliation de Romain. Enfin, il ne vous le dit pas, mais Romain, il est capable de vendre n'importe quel device technologique. Prenons des micros, il fait une vidéo, il est capable de vous vendre des centaines de micros en quelques mois, quoi, en fait. Si le produit est bon et s'il me plaît, évidemment. Voilà. Sinon, je suis plus zigouillé en sortant de chez moi qu'autre chose avec le nombre de personnes qui voient ma tronche. Mais pour qu'il fasse ça, il faut qu'il soit convaincu que le produit est bon, qu'il l'ait eu entre les mains, qu'il ait challengé le produit, qu'il ait pu parler des défauts du produit, etc. etc. Et surtout que la marque apporte une plus-value. Si la marque me dit tu restes dans ton bureau, tu fais la même chose et je te donne de l'argent pour être sûr que tu fasses quoi que ce soit, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ce qui, moi, aujourd'hui, m'excite encore plus, c'est de me dire ok, il y a une marque qui a ce challenge-là, un produit peut-être auquel je ne me serais pas intéressé. Finalement, le produit est bon, je le teste en amont souvent. Et c'est à ce moment-là où ça devient vachement intéressant, c'est qu'on a tout l'esprit créatif qui rentre en compte avec une marque qui te suit. Donc, d'un côté, on a des marques qui disent ok, je contrôle moins, je suis un peu plus at risk, mais j'ai un contenu authentique qui peut être des fois peut-être plus engageant et faire passer à l'action plus vite. Et de l'autre côté, on a les créateurs de contenu dont l'économie dépend des revenus publicitaires, des collaborations avec les marques. Tout dépend des créateurs. Ouais. Grosso modo, c'est quoi les 2-3 leviers de revenus pour un créateur de contenu ? Et suivant le nombre de vues monétisées que génère ta chaîne ou ta page ou autre, quand on parle en vue monétisée, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder encore sur un Nokia 3310. Du coup, YouTube n'est pas compatible avec les publicités sur le Nokia 3310. Ça génère une vue, mais ça nous rapporte rien. Donc, en vue monétisée, lorsqu'il y a une publicité qui passe avant, pendant ou après une vidéo YouTube, c'est une source de revenus pour les créateurs. Aujourd'hui, il y a l'affiliation qui nous permet d'être ultra transparent. Moi, il y a plein de vidéos où il y a des marques qui me proposent de parler de leurs produits, mais j'ai tellement envie de les rentrer en concurrence avec un autre produit qui m'intéresse que je leur dis non, je peux pas. Je préfère aujourd'hui être affilié à une grosse plateforme qui me permet de parler de Samsung ou d'Apple dans la même vidéo en essayant d'apporter une plus-value aussi financière à mon contenu pour pouvoir rentabiliser les gens qui travaillent surtout avec moi. Et la dernière possibilité, évidemment, c'est ce qu'on parle là, c'est un partenariat, un lancement de produit, une marque auquel tu es attaché, qui va te faire confiance, qui va t'envoyer sur un événement pour que tu puisses promouvoir avec elle le nouvel événement et qu'elle puisse toucher encore plus de monde et surtout cibler les gens qu'il souhaitait cibler. Et là, tout l'enjeu, c'est l'équilibre entre la commande et qui est extrêmement précise, qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelait à une autre époque du publi-reportage relu, corrigé à la virgule, et de l'autre côté, juste je te donne des moyens, j'aime ce que tu fais en termes de contenu, fabrique un truc et puis on verra ce que ça fait. Voilà. Est-ce que tu as des... Je suis sûr que ça intéresserait les gens d'entendre les histoires d'horreur que tu as déjà vécues. Est-ce que tu as déjà la pire collaboration que tu as eue avec une marque ou... Le plus triste, en fait, ce qui moi me rend le plus triste avec les marques, je te donne un exemple, j'avais ultra peur pour l'opération Kayak. J'avais passé au total 2 semaines d'édition vidéo. Donc déjà, tu passes 1 semaine à l'étranger à travailler avec une autre personne. Et ensuite, quand tu reviens, tu rajoutes une autre personne pour tout l'audio, pour toute la façon de fabriquer la vidéo et tout le montage de cette vidéo. Donc tu as pratiquement 3 semaines de taf. Tu as une seule peur, c'est de ne pas avoir le bon interlocuteur en face de toi quand tu envoies la vidéo pour leur montrer avant. C'est la moindre des choses. Ils t'ont aidé à faire ce voyage-là. Ils peuvent voir la vidéo en avant-première. C'est d'avoir juste un retour de mail avec « Ah, à 3 minutes 20, on voit un logo Booking. Est-ce que vous pouvez l'enlever ?»
et t'as passé 3 semaines sur une vidéo et en fait la personne qui est en face elle s'en fout total, elle veut juste qu'il y ait son truc. Et ça c'est la plus grosse déception pour un créateur aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse pas à son contenu créatif. Et c'est le problème, c'est que parfois on n'est pas du tout en relation avec les bonnes personnes. T'as des personnes qu'il faudrait pas qu'on ait du tout dans notre boucle et qui devraient être juste au-dessus, mais surtout pas nous contacter parce que nous ça nous rend plus triste qu'autre chose, quoi. On a parlé beaucoup de YouTube parce que c'est une plateforme C'est un des évidente. médias qui a explosé aussi et qui... Instagram, si tu es une marque aujourd'hui, est-ce que tu considères que c'est un gros levier? Qu'est-ce que tu penses d'Instagram TV? Est-ce que tu peux en parler un peu? Alors Instagram TV, la version vidéo d'Instagram qui est sortie il n'y a pas longtemps, personnellement, j'arrive pas forcément à l'utiliser parce que ma passion pour la vidéo fait que les vidéos en vertical, j'ai un peu de mal. Ensuite, Instagram tout court, je pense que c'est un super bon levier d'image de marque. Je pense que c'est pas le réseau social sur lequel tu auras un ROI très élevé parce que les gens passent leur feed très rapidement, alors que quand ils viennent regarder une vidéo YouTube, de leur plein gré, ils choisissent le YouTuber, la vidéo qu'ils veulent voir, et ils passent en moyenne 1 minute, voire 2 minutes minimum sur un contenu. Alors qu'Instagram, tu peux passer 5 à 10 secondes sur une photo et glisser vers le bas pour voir la prochaine. Cependant, Instagram, et je le vois avec des grosses marques qui collaborent souvent aux US, en premier évidemment pour faire des tests un peu plus larges, c'est une super bonne méthode pour avoir une image de marque internationale très rapide. Parce que même si par exemple je prends mon thème avec mon propre compte, il y a plus de 20% des gens qui me suivent et qui parlent anglais. Alors que je parle français, mais via la photo, tu peux toucher des gens dans n'importe quel langage. Donc c'est un autre levier à prendre en compte, mais tout dépend de tes objectifs. Aujourd'hui, dans le rapport aux marques, on dit souvent que le plus difficile, c'est justement le casting des influenceurs. C'est-à-dire, moi, Marc, j'ai un objectif à atteindre. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent toucher des communautés de consommateurs qui sont liés à cet objectif. Est-ce que on doit travailler avec un influenceur au coup par coup, un influenceur, plusieurs influenceurs, des groupes d'influenceurs? Ouais, c'est quoi le meilleur mix ou les meilleurs conseils que tu peux donner aux gens que ça intéresse? Tout dépend de votre thème. Si vous devez vendre une poêle de cuisine spécifique uniquement pour faire des crêpes, n'allez pas prendre un gars qui ait 4 millions d'abonnés et dont on ne saura même pas mesurer la quantité de personnes qui vont faire des crêpes dans la communauté. Par contre, si tu as des produits plus larges, avec plus de budget également, tout dépend de ton budget et de la volonté des marques. Il y a des marques qui voient uniquement la dépense budgétaire avec le nombre de vues, sans jamais prendre en compte le fait que ce ne soit pas la bonne cible. Aujourd'hui, tu peux faire une publicité qui va faire 50 millions de vues. Si elle n'est pas mise dans le bon pays, s'il n'y a pas le bon lien, s'il n'y a pas la bonne façon de communiquer, tu peux avoir 0 de chiffre d'affaires de retour. Alors que si tu fais une petite publicité de 20 000 ou 30 000 vues, mais que les 30 000 personnes qui aient vu ce produit-là sont sur la chaîne pour suivre ce genre d'actualité, là, tu as énormément de potentiel de positif pour qu'il y ait un super bon retour. Donc l'affinité et le taux d'engagement, c'est-à-dire Et le sérieux aussi du créateur, évidemment. On a beau parfois adorer un créateur visuellement, parfois ce qu'il représente personnellement, c'est absolument pas la même chose que ce qu'il vous montre en image. Donc il y a aussi tout un côté backstage où il y a des gens qui peuvent produire du super contenu, mais qui sont super artistes et qui vont pas du tout prendre le temps pour vouloir communiquer correctement avec vous, comprendre vos besoins, et c'est là que rentrent en compte souvent des agences qui nous aident. Souvent, les créateurs de contenu disent qu'ils sont pas bien compris, etc. Si tu devais faire l'autocritique des créateurs de contenu, ce serait intéressant, ou des influenceurs, appelle-les comme tu veux. C'est quoi aussi les défauts de votre communauté, de vous les créateurs de contenu? Parce qu'on a vu, il y a des gens qui annoncent pas que ce sont des opérations payantes. Il y a des gens qui, enfin, Marques aussi qui souhaitent ne pas annoncer les partenariats et qui sont hors la loi et qui l'assument totalement. et qui, au moment du brief, disent surtout, vous dites pas que vous avez été payé pour Bien faire sûr. ça. Donc tout ça c'est un peu compliqué, mais toi, les dérives que tu as vues côté créateur de contenu, là, on discutait, je sais pas si tu as envie de discloser ou pas, mais enfin son contenu est public, d'une meuf il y a pas longtemps qui dit quand même qu'elle va faire une OP pour un voyage, mais qu'elle y croit pas en fait. Tu peux raconter ça ou pas? Ouais, je citerai pas le nom, mais de toute façon, je pense que si on connaît, en gros, il y a une influenceuse assez importante qui a plusieurs millions d'abonnés sur Instagram et qui dernièrement avait fait une story qui n'est pas restée très longtemps. Donc les stories, ça reste 24 heures sur ce réseau social-là. Et en gros, elle a dit, ouais, il y a telle marque, elle m'a proposé de partir 2 semaines en voyage ou 1 semaine en voyage avec mon copain. J'ai accepté, je trouvais ça génial. Mais bon, par contre, si vous voyez le placement de produit la semaine prochaine, n'y faites pas trop attention parce que le produit est pourri. Et tu te dis, mais
comment elle peut voir son contenu sur le long terme si même elle croit pas, enfin, comme si en plus de ça, avec ses millions d'abonnés, ce qu'elle pouvait vendre et toutes les possibilités qu'elle a, elle pouvait pas se payer le voyage elle-même, quoi. C'est là où ça devient très grave et c'est là où justement tu te fais une très mauvaise image en tant que marque, c'est quand tu es très pressé de créer un contenu qui soit énormément vu parce que tu as l'impression que ta gamine te parle que de cette nana-là, donc il faut aller vers cette nana-là, que tu veux absolument pas aller chercher ailleurs et tu fais une grosse erreur parce que finalement tu prends tout ton risque au niveau de ton budget qui doit sûrement être conséquent, surtout pour toucher autant de monde que ça, et tu mets tous tes œufs dans le même panier. Et c'est pas forcément ce qu'on recommande aussi. Donc parfois il y a ce risque-là, évidemment, puisque un créateur de contenu, il est totalement libre, donc tu peux pas contrôler ce qu'il fait. Et souvent, ce qu'on dit, nous, Omar, qui faisons le pont avec ces créateurs de contenu pour les aider à bien les détecter, les trouver, etc., c'est que c'est comme dans un plan média, c'est comme dans un plan marketing, il faut faire un bon mix. Il y a beaucoup de marques qui sont attirées par les gros créateurs de contenu qui veulent faire des millions de vues rapidement, mais la réalité, c'est qu'il y a de tout petits créateurs de contenu avec des communautés à 10, 15, 20 000 personnes qui sont hyper pertinents, et c'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs, voire les nano-influenceurs, et qui, eux, vont être extrêmement écoutés, extrêmement proches de leur audience. Et passionnés surtout, parce que c'est souvent plus récent, ils ont l'excitation qui est toute naissante. Ouais. C'est un peu comme un acteur hollywoodien qui débute, et puis un gars qui a fait son temps au cinéma depuis 60 ans, il va moins t'écouter qu'au début, quoi. Et est-ce que tu as vu des créateurs de contenu, pareil, aller dans des fausses pistes ou commencer à se perdre parce que la communauté grossit? Toi, tu arrives à un stade qui devrait dépasser le million de personnes qui te suivent sur YouTube dans pas très longtemps. Est-ce que tu continues à faire la même chose de ton point de vue ou est-ce que ça a changé? En fait, plus tu évolues, plus tu deviens de plus en plus libre, en fait, parce que tu touches plus de monde, donc forcément, ça ramène de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi, donc ça te crée un choix multiple que tu n'avais pas auparavant. Auparavant, quand tu avais une marque que tu n'aimais pas trop, si tu étais un peu proche de tes sous et que tu devais absolument en vivre parce que tu avais pris des gros risques, comme n'importe quel acteur qui débute, comme n'importe quel entrepreneur, tu es souvent tenté de dire oui. Et c'est ça le chemin le plus dur, en fait, c'est surtout le début, de fermer les yeux et de te dire non, je vise surtout dans 10 ans la réussite sur le long terme. Maintenant, c'est pas grave, je préfère ne rien gagner pendant 4 ans et bien gagner à partir de 5 ans plutôt que l'inverse. Et ouais, toutes ces dérives-là, évidemment qu'on les voit, évidemment qu'il y a des créateurs qui sont très jeunes aussi. Là, j'ai vu dernièrement, il y a c'était une maman qui filmait sa fille en Espagne, je crois qu'elle a 10 ou 13 millions d'abonnés, et la gamine, elle a 8 ou 9 ans, je crois. Pourquoi elle a autant d'abonnés? Parce que tous les gamins qui ont 8-9 ans, ils sont collés devant la tablette, ça laisse les parents tranquilles avant d'aller petit-déj le matin, et puis du coup, ils regardent les vidéos en boucle. Et c'est assez impressionnant de voir que tu peux très vite perdre les pédales, parce qu'en fait, on n'est pas du tout prêt à ça. On nous file une caméra, et puis on nous dit pas que du jour au lendemain, il y a des millions de personnes qui vont te reconnaître quand tu es dans un fast-food, que tu sors de chez toi, qu'on va peut-être t'harceler ou venir t'embêter. Donc, il y a plein de choses qu'on prend pas en compte et qu'on vit au fur et à mesure, et finalement qui te forgent très vite aussi. Donc, c'est un point négatif pour un point positif. Est-ce qu'il y a des exemples que tu as suivis, des gens dont le travail t'a inspiré et est-ce que tu peux en citer quelques-uns pour Oui, dire, bien sûr. voilà, c'est ça qui me drive, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est quoi la suite pour toi? Mais quand je parlais au tout début des tutos que je regardais sur YouTube, tu as un gars qui s'appelle Unbox Therapy, qui lui vraiment, il a 5 ou 6 millions d'abonnés aujourd'hui, il est là depuis 10 ans, et je trouvais ça trop cool. Il était tellement détendu à déballer ses produits et tout, que ça me faisait trop kiffer. J'avais vraiment l'impression d'être à sa place, parce que toutes les caméras étaient placées de telle sorte à ce que tu aies l'impression que ce soit toi qui déballe le produit. Ça a été une chaîne qui m'a énormément inspiré. Je pense que dans les dernières années, et vous l'avez peut-être plus connu grâce à sa vidéo quand il fait du snowboard dans la neige en plein dans New York, c'est Casey Neistat. C'est l'un des gars qui a inventé le fait de filmer sa vie, de filmer même les moments où on allait faire pipi à l'aéroport, parce que tout était intéressant, tout pouvait faire penser qu'on pouvait trouver un plan vidéo chouette à filmer dans n'importe quelle situation. Format vlog, en fait. Un format vlog est ultra créatif au niveau des musiques. Le gars, il peut être dans une cabine de 2 mètres carrés dans un avion en train de se changer. Il va prendre 5 angles de caméra différents, synchroniser ça avec une musique de fou, et tu vas avoir envie de tout péter chez toi derrière ton écran, alors que c'est juste un gars qui se change dans une cabine d'avion. Et il a fait des choses incroyables pour des marques, et je trouvais ça fou. Et pour lui, pour le coup, ouais, il en a inspiré énormément dans la manière de travailler, et il t'a vraiment prouvé que tu pouvais travailler où tu voulais et que tout ce qui comptait, c'était l'esprit créatif surtout et le fait de se bouger, quoi.
Alors aux États-Unis, justement, on dit que l'industrie des influenceurs est très organisée. Tu reviens du CES et Ouais. il devait y en avoir Énormément. énormément et partout. D'ailleurs, on envoyait qui faisait le même thème que moi, mais tout était sponsorisé. Et de mon côté, tu sais, t'appelles les marques et c'est ah non, pas disponible pour vous recevoir. Donc t'as vraiment un monde entre les deux. Quand tu les découvres là-bas, ils sont accueillis comme des rockstars, quoi. Est-ce que tu penses que ça va se passer de la même façon en Europe? Cette industrie va se normer. On voit autour de certains influenceurs aux US des staffs énormes. Nous on voit sûr. dans notre bureau de New York certains influenceurs qui débarquent avec 10-12 personnes autour d'eux pour... Mais justement, t'en viens au devenir, professionnalisme. En fait, c'est plus on restera professionnel en tant que créateur et plus les agences suivront aussi un fil rouge professionnel, plus on sera crédible. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui sont en train de toucher un peu à tout, qui maîtrisent pas tout, qui sont vite appâtés par les marques qui veulent leur proposer des choses à gérer. Ils disent oui sans même savoir ce que ça engendre. Et tout ce côté-là, du moment où on sera plus professionnel et où les créateurs, du coup, se feront respecter comme un entrepreneur qui a une entreprise, je pense qu'on en viendra à évoluer de la même manière. Est-ce que si tu devais donner quelques conseils sur comment bien repérer un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a peut-être des gens qui se disent ah ben tiens moi ça m'intéresse, j'ai un truc à faire savoir. C'est quoi les 2-3 trucs qu'il faut regarder de près avant de faire potentiellement une connerie ou se faire avoir? Bah déjà, le suivre. Si tu regardes qu'une seule recette de cuisine, que tu tombes sur la bonne recette, mais qu'au final les 200 autres elles sont dégueulasses, ça te donnera pas forcément un bon avis de la personne. Et j'en vois beaucoup qui font un casting au dernier moment en 2 jours pour absolument vite valider le budget d'une marque parce que la marque est pressée. Mais tu t'en fiches qu'elle soit pressée, c'est pas ton problème. N'accepte pas ce budget-là et accepte-en un autre que tu pourras mener à bien pour raconter une histoire qui sera encore plus belle. Et c'est ce problème qu'on a beaucoup et qu'ont les marques en général. Elles ont des demandes de tous les côtés, elles sont mal organisées, elles communiquent pas entre elles et souvent la marque arrive et te dit ah par contre la vidéo elle sort dans 3 jours, c'est bon. Mais non, 3 jours, t'as même pas le temps d'envoyer le produit, de quoi tu me parles? Et c'est vraiment ce problème de casting au début, quand les gens sont pressés de créer du contenu, ça rend jamais bien. Et tous les contenus qu'on a l'impression de voir et qui peuvent paraître très simples, sont au final les mieux organisés derrière. L'idée débile que vous allez voir et que vous allez dire, ah vous vous rendez compte, ça fait 4 millions de vues, c'est pas débile. Ça a été réfléchi, ça a été discuté à table avec plusieurs personnes et c'est sûr, parce que tu peux avoir de temps en temps le coup de buzz, mais Gangnam Style, le clip, si tu le regardes 2 secondes, ils n'ont pas mis 24 heures à le faire. Hein. Et ça a été travaillé. Et alors qu'on l'a vu du jour au lendemain sur nos écrans, on a eu l'impression que c'était la bêtise du siècle. Non, le gars avait vraiment travaillé et voulu que son contenu soit partagé. Donc le premier conseil, c'est ça. Ensuite, c'est de ne pas se fier aux chiffres. Les chiffres peuvent appâter, peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Encore une fois, si ce n'est pas une communauté ciblée, je vous donne un exemple. Vous allez sur un profil Instagram. Le gars, ça fait 10 semaines qu'il se passionne pour la plage parce que ça fait 10 semaines qu'il est en voyage à la plage. Il va poster des super belles photos de plage. Vous voulez mettre en avant un maillot de bain. Vous n'êtes pas descendu dans son contenu, mais au final, les 300 000 abonnés qu'il avait au départ, ils l'ont suivi parce qu'il faisait du jeu vidéo dans sa chambre. Et du jour au lendemain, il poste des photos de plage. N'allez pas le payer pour au final les 500 000 abonnés qu'il a au total, mais au final, vous allez devoir le payer pour les 100 000 nouveaux abonnés acquis parce qu'au final, vous n'allez pas toucher les personnes que vous souhaitiez toucher au départ parce que les créateurs peuvent changer de contenu. Et heureusement, encore une fois, on a ce sentiment de liberté. Si on n'a plus envie demain d'exercer ce qu'on faisait il y a 10 ans, grand bien nous fasse. Après, à nous de réussir à amener cette ancienne communauté vers un nouveau contenu. Donc ça serait les conseils principaux. Je pense que ça fait partie des conseils principaux. Et ensuite, ne pas dénigrer ou ne pas profiter d'un micro ou d'un nano-influenceur. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas maîtriser son métier que demain, il vous rira pas au nez parce que justement, il aura conscience de toutes ces choses-là que vous ne lui aurez pas offertes parce qu'il se sera senti obligé de participer avec vous tellement il sera content d'avoir, tu le vois par exemple dans des grandes marques, l'approche au niveau des mails qu'on peut recevoir. Quand tu es une grande marque, tu as vraiment l'impression de devoir être à leur merci. Et quand tu as une petite marque qui te contacte, ils veulent juste un échange, déjeuner avec toi, te connaître, on veut la même chose pour tout en fait. C'est pas parce que tu es une grande marque que tu as le droit de me dire quoi faire. Enfin, moi aussi, je peux te dire quoi faire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc ça fait partie, voilà, je pense que c'est ces 3 conseils-là qu'il faut bien garder en tête. C'est des humains derrière. Et si tu profites pas de leur esprit créatif, mais uniquement de ce qu'ils vont t'apporter niveau chiffres, ça rendra jamais aussi bien. Alors quand je t'ai appelé pour dire on va à un truc qui s'appelle l'Inbound Marketing Forum, tu m'as dit c'est quoi Lean quoi et est-ce que tu avais conscience de faire de l'inbound marketing finalement ou... Absolument pas, parce que justement, ça te tombe dessus. Tu prends ta caméra, tu parles, tu dis que tu adores la nouvelle caméra de chez Canon, et puis tu t'aperçois 2 ans après qu'en fait, quand tu commences à mettre des liens affiliés et que tu vois un peu qui achète quoi, tu fais « Ah, putain, j'en ai quand même vendu 20 dans le mois, mais ok, les gens croient en ce que je dis.
Et du coup, là, soit tu vrilles en te disant ah bah génial, je vais parler de tout pour faire du fric, soit tu te dis ah je vais peut-être réfléchir à ce que je vais dire pour éviter que les gens, quand je les rencontre en convention ou comme ici certains, me disent tu m'as conseillé ça, c'est pourri, ça tu m'as conseillé ça, c'est pourri. Voilà, tu as tout cet enjeu-là toujours à maîtriser. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas faire 10 mètres dans les allées sans qu'on parle de la review d'un produit ou qu'on croise quelqu'un qui dit j'ai acheté ce produit grâce à toi, Romain. Ok, on a beaucoup parlé, mais on voulait garder du temps pour discuter avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Romain sur l'influence marketing de façon globale? Il y a une question ici, monsieur. Allez-y, moi je On vous répète entends, en cas on la va répéter question. la question. La question est où est-ce que Romain trouve des marques et est-ce qu'il y en a suffisamment pour que ça fonctionne et que tu arrives à en vivre? C'est ça? En fait, je ne les cherche pas. Je souhaite, dans un premier temps, créer du contenu, parce que c'est ma passion. Donc, je prends tous les produits possibles, inimaginables qui me plaisent, que j'ai envie de partager. Et ensuite, si au milieu de ça, il y a une proposition qui vient à moi ou que j'ai une idée, parce que je sais que telle marque fait un lancement dans telle ville et que je me dis ça peut être intéressant pour eux que j'y participe, là, à ce moment-là, j'essaie de le caler au milieu de mon contenu classique. Mais c'est absolument pas pour les marques que je me lève le matin et que je crée les vidéos. Bien loin de là, au contraire, ce qui va faire, je pense, perdurer mes collaborations avec certaines marques, c'est le fait de continuer de créer tout seul avec les envies que tu as depuis que tu as créé ta chaîne et au milieu de caler quelques petits sponsors et quelques collaborations pour faire croître ton activité. Ce que tu veux dire, c'est que ça s'inverse. C'est-à-dire que toi, tu as ta ligne éditoriale, tu as tes sujets, tu sais de quoi tu veux parler. Oui. Et en fait, il se trouve que des fois, ça crée des occasions pour des marques. Totalement. Et soit tu les aimes beaucoup, tu vas vers elles et tu leur dis ah bah tiens, je vais faire un truc là-dessus, est-ce que vous voulez être dedans? Ou alors elles-mêmes viennent vers toi en disant tiens, la prochaine fois que tu parles de telle thématique, on aimerait bien être dedans. Exemple, quand je suis parti là, à Los Angeles, aux États-Unis, avant de partir, je voulais expliquer la manière dont on pouvait aujourd'hui avoir une idée en photo et traiter un tutoriel photo. Et on avait eu en relation l'année passée Udemy, qui était une plateforme pour apprendre les formations et des cours en ligne. Et on avait déjà collaboré avec eux. Et du coup, j'ai dit à Augustin qui travaillait avec nous, je lui ai dit, attends, mais si on sait qu'on fait cette vidéo-là, c'est encore pour apprendre quelque chose. Moi, ma vidéo tutoriel explication, elle va durer 10 minutes, alors qu'une formation, ça peut durer 8, 9, 10 heures, ça peut être expliqué par un professionnel. Est-ce que j'essaierai pas de recontacter cette marque-là pour qu'elle me permette de rester, par exemple, 2 jours de plus à Los Angeles et que je puisse créer un contenu encore plus pertinent grâce à elle parce que je visiterai plus de lieux à filmer et je la réinclus dans un contenu. Parfois, ça se passe comme ça. Et là, par exemple, la marque a dit, ah bah, carrément, on est trop content que vous nous recontactiez, ça s'est trop bien passé la dernière fois, refaisons ça. Souvent, quand le lien est évident, comme vient de le décrire Romain, parce que Romain s'occupe de sa création de contenu, nous on s'occupe pour lui justement du lien avec les marques. Quand on ne voit pas la couture, c'est là que ça marche le mieux. C'est quand la marque a une place légitime dans le storytelling et du créateur qui avait déjà décidé de toute façon de parler de tel ou tel truc. Si j'avais dû boire une canette de coca au milieu du désert pendant la vidéo, je ne l'ai jamais fait en 10 ans en vidéo, ça n'aurait aucun lien et aucun rapport. Ok. D'autres questions? Oui, ici au milieu. Je crois qu'il arrive vers vous. C'est cool, j'ai l'impression d'être avec les commentaires YouTube. En vrai? Ouais, sauf que là, s'il te dit que c'est pourri et qu'il t'aime pas, tu peux lui répondre. C'est rigolo. First. On m'entend là? Ah oui. On vous Magnifique. entend, très bien. First. Alors déjà, Commenter, c'est bon, j'ai viré le commentaire, tu peux y aller. déjà merci pour toutes vos explications, c'est intéressant. La question que je me pose, c'est est-ce que tu penses, je me permets de te tutoyer, que les auditeurs comprennent la relation que tu as avec les marques, comment fonctionnent les liens d'affiliation, comment fonctionnent les pré-rolls YouTube, etc. Je pose naïvement. Hein. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'ils comprennent ou pas? C'est super intéressant comme question parce qu'au final, au début, on a notre chaîne, on teste un peu les moyens de se rémunérer et puis on ne sait pas forcément comment ça va être interprété, on ne sait même pas s'il faut qu'on l'explique ou pas. Est-ce que quand tu as Cyril Hanouna qui te fait gagner une Peugeot et au final c'est Peugeot qui a payé la Peugeot à gagner, est-ce que tu le sais? Pas forcément tout le temps et du coup tu te poses plein de questions parce que c'est nouveau ce que tu as entre les mains. Bah là, il nous a fait gagner une Marlène Schiappa. Ah. Enfin, Je ne réagis pas là-dessus. Je ne peux pas la garder que pour moi. Je te laisse tout seul. Ouais. Ok.
Il y a de plus en plus de vidéos et surtout de mes collaborateurs. Personnellement, j'en ai encore jamais fait. J'ai pas fait de vidéo officielle avec combien je gagne d'argent, puis je réponds pas à la question et puis j'explique justement comment je gagne cet argent-là. Pour moi, du moment où c'est transparent lorsque le contenu est posté, je vois pas vraiment à quoi ça sert d'aller dire à ton auditeur, tu sais, j'ai été payé tant par une marque ou je veux dire, quand on achète un produit, quand on va acheter un iPhone, on ne sait pas forcément à qui va être reversé l'argent qu'on va payer chez Apple. On ne se pose pas forcément toutes ces questions-là. Je préfère en fait essayer d'éloigner le côté business dans ma chaîne parce que c'est pas pour ça que j'ai envie que les gens viennent en fait. J'ai juste envie de leur expliquer quand il y a quelque chose de concret. Là par exemple, Udemy, dès le début de la vidéo, on est en vidéo, le sponsor c'est Udemy, parce que regardez où on n'est pas au bureau, on est entre Las Vegas et Los Angeles en bagnole, et tout ça, faut bien le payer. Et tu commences ta vidéo et les gens en fait sont tellement contents de découvrir un gars qui suivent depuis longtemps et de le voir croître et évoluer, que ça vient en fait naturellement avec ça. Mais je pense à d'autres créateurs vidéo qui ont vraiment fait des vidéos explications. Dernièrement, tu as un pro du sport, Thibaut InShape, qui a voulu faire une explication, qui s'en est un peu pris plein la gueule sur les réseaux sociaux, parce qu'il avait tellement de moyens de gagner sa vie sans forcément l'expliquer, qu'au bout de 10 ans de gains, ça a été très mal perçu, le fait de tout balancer d'un coup, au lieu de l'expliquer petit à petit, correctement et partiellement, parce que, encore une fois, c'est pas le sujet de ta chaîne. Donc souvent, nous, on voit plusieurs créateurs de contenu à l'agence et c'est vrai que ça dépend des créateurs de contenu. Il y en a qui vont être très transparents, ça peut être du jour au lendemain, ça peut être certains comme Romain qui affichent un seul principe, c'est de dire quand une OP est en collaboration avec une marque, je le dis. Après, rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, à quel prix, quel négo, pourquoi, etc. Non. Mais je crois que tous les créateurs ont au moins cette éthique, enfin en tout cas les bons créateurs, de dire ça c'est un contenu qui a été aidé par une marque, ça c'est un contenu que je fais tout seul. Et ça c'est hyper, à mon avis, important pour la relation Puis ça nous challenge de aussi pour confiance. trouver un contenu qui est plus pertinent que la normale, quoi. Exactement. D'autres questions? Madame, désolé, on va essayer d'être élégant. Oh, non, ça marche. Bonjour, moi je voulais savoir par rapport à tous les exemples que vous avez donnés là, finalement j'ai l'impression que le travail avec des créateurs de contenu, c'est pour des marques B2C. Est-ce qu'il y a des cas où voilà, pour des marques B2B, pour des services, des produits qui sont du coup moins sexy, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il faut plus s'orienter vers des micro-influenceurs comme vous en parliez tout à l'heure? Ah vous me faites plaisir parce que pour le coup, ça adresse mon contenu à moi. Heu, Petite chaîne, mais puissante. Exactement. On ne s'est pas bien présenté, mais moi je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'ai une agence digitale qui a démarré à Limoges et qui est depuis un peu dans le monde entier. Et je fais un contenu B2B. C'est-à-dire que moi je parle Uber. non, je ne suis pas youtubeur. T'es youtubeur? YouTube broadcast mon contenu, mais je ne suis pas youtubeur. Moi je parle de management, je parle de RH, je parle de transformation digitale, de conduite du changement, etc. sur ma chaîne. Petite chaîne. Et puissante. Mais des taux d'engagement très, très forts. Et là-dessus et sur cette chaîne, Parce que c'est ciblé. on a fait, c'est ce qu'on disait avec Romain, on a fait des collabs avec Cisco, on a fait des collabs avec Microsoft. Alors moi, je monétise pas ma chaîne. Mon statut d'entrepreneur et de dirigeant d'agence fait qu'il y a pas de pub sur ma chaîne, c'est pas mon gagne-pain, etc. Je le fais parce que, justement, je pense qu'il y a aujourd'hui trop d'agences créatives qui parlent de création de contenu, de youtubeurs ou des créateurs, sans avoir eux-mêmes fait l'effort de tester. C'est le eat your own dog food des Américains, c'est quand même pas mal. Donc avant de lancer une activité de relation avec les créateurs, je pense que si le président d'une agence ne fait pas l'effort d'aller mettre ses mains dans le cambouis pour comprendre de quoi il va parler et ce qu'il va recommander à des grandes marques, nous, on accompagne de très grandes marques partout sur la planète dans des géographies importantes et on a cette responsabilité de recommander la façon dont ils vont utiliser beaucoup d'argent pour toucher leur cible. Si on n'a pas expérimenté nous-mêmes, on ne peut pas. Et pour le coup, il y a des créateurs de contenu B2B, y compris sur des plateformes qui auraient l'image d'être B2C comme YouTube. Et vous trouverez des comptes Instagram qui adressent des problématiques B2B, etc. etc. Le tout, c'est de les trouver et de savoir dans quelle thématique ils sont. Ils sont moins nombreux, mais ça existe. Et souvent, ils ont des très très bons taux d'engagement. Enfin, je parle pas. Il y en a plein, hein, je veux dire. Voilà. Je crois que Monsieur juste devant avait une question.
on a bien fait de garder du temps. Oui, c'est intéressant. Oui, j'avais une question, mais elle vient d'être précédemment posée, mais c'est pas grave, j'en ai une deuxième sous le coude. C'est vraiment pour tous les deux. Dans quelle mesure vous pensez que le professionnalisme peut tuer justement cette logique d'influenceur et le fait que ça marche? Parce qu'on se rend compte que les gens croient plus forcément à la publicité. On a vu ce matin que dans l'inbound marketing, il fallait revenir à des choses plus authentiques, mieux ciblées et de tester des nouvelles choses. Est-ce que d'être trop professionnel, finalement, ça ne va pas tuer ce côté qu'on aime dans les influenceurs, que ce soit en regardant une vidéo très B2B de Manuel ou un YouTuber? Est-ce qu'on ne va pas se dire, là, ils essayent trop de me vendre quelque chose? Pourquoi je me suis justement rapproché de Manuel? Parce qu'il maîtrisait tout le backstage. Et en fait, je pense que le plus important, c'est d'être très professionnel, comme on l'est dans l'agence, dans le backstage. Parce qu'on ne parle pas à un gars du grand public qui a envie de rire, on parle à un gars qui va signer un devis, qui va créer une opération. Dans cette partie-là, on doit être très professionnel. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est de transformer ce côté professionnel et très cadré pour que, de mon côté, je puisse m'éclater à créer le contenu et que tout soit ficelé avant. S'il y a des questions qui subsistent encore alors que tout est signé, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Parce qu'une fois que la marque a fait confiance dans le contenu qu'elle veut créer, de mon côté, c'est que je me sens libre à créer justement et à ne pas avoir de barrière. Pour revenir à Udemy, ils n'ont pas choisi où est-ce que j'allais faire les photos, ils n'ont pas choisi ce que j'allais mettre en avant ou le thème de ma vidéo. On a même eu, je crois, un peu d'avance par rapport au thème au départ choisi. On leur a proposé le truc un peu avant, ils étaient trop contents. Et en fait, justement, avec cette liberté-là et le fait qu'on avait déjà collaboré ensemble et qu'ils avaient l'habitude de ce côté backstage très bien ficelé, où on respecte les deadlines, où il y a justement le fait de pouvoir avoir des analytiques poussées ensuite, d'avoir toute une suite logique dans une opération business, c'est justement pour que l'opération grand public se passe le plus sereinement possible. C'est comme les artisans, vous connaissez cette théorie sur les 10 000 heures, il faut répéter le geste voilà, pour le maîtriser. En fait, quand on fait une EP avec Romain pour, je dis n'importe quoi, pour Nike, un de nos clients, eh ben, J'espère, je l'attends. Hein. Tout est cadré, tout est calé. On sait très bien que ça va sortir à ce moment parce que le disclose de ce produit est calé en plus en média avec telle star du sport, etc. Il faut que ça arrive au bon moment. Tout ça doit être très très pro. Mais la condition pour que ça fonctionne, c'est que ça soit rafraîchissant, que ça soit authentique, qu'on n'ait pas demandé à Romain de faire un plan serré ou un plan travelling sur telle paire de baskets ou je sais pas quoi. Non. Et en fait, dans le B2B, c'est pareil. C'est-à-dire le jour où je peux plus dire de gros mots dans mes vidéos. Voilà, bon, c'est comme ça. Le jour où je peux pas défoncer un truc qui m'a vraiment déplu ou une pratique B2B que j'ai vue dans une marque, etc. Le jour où c'est plus authentique, ma communauté, elle disparaît. Le jour où on va penser que je suis là pour faire la promo d'un tel, ou le jour où je me mets à parler que des services de mon agence. Vous regardez, on en est à... Moi, sur ma chaîne, je dois approcher des 400 épisodes. Je parle très très peu de l'agence, très très peu de ce qu'on y fait, très très peu de nos propres clients. Donc, je crois que la question, c'est l'authenticité. Ce qui rejoint ce qui était dit ce matin aussi, c'était de dire il faut que ça soit rafraîchissant, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit ciblé. D'autres questions? Je ne vois pas jusqu'au fond, donc si vous êtes vraiment au fond, agitez-vous. Ça marche? Oui. Du coup, Ah, là, Salut, pardon. c'est bon. petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour vous, quel est le pourcentage de contenu qui ne peut pas être financé par des marques, en fait, pour rester crédible dans sa position d'influenceur et complètement libre? C'est difficile. C'est difficile de donner un pourcentage, on va dire. Parce que, je vais vous donner 2 exemples. À partir du moment où une marque est intrusive dans la ligne éditoriale et commence à vouloir influencer ce qui est dit dans l'épisode... C'est de très bons influenceurs, pour le coup. C'est déjà trop. Donc, même si c'est qu'une vidéo au milieu de 100, c'est déjà trop, ça peut faire du dégât à la communauté. De l'autre côté, à contrario, vous pouvez avoir une marque, comme on en a certaines, qui dit « Moi, je veux collaborer avec toi sur l'année. Je ne sais pas si on va faire 3 vidéos, 5 vidéos ou 8 vidéos. Mais par contre, voilà le budget que je te confie. Voilà mes objectifs. Et on verra bien.
et on verra bien ce qu'on va faire. Parce que ce qui m'intéresse, moi, Marc, à la fin, c'est de te donner un lien de travail durable qui te permette d'avoir la liberté de me placer au bon moment. Quand ça va sonner juste, quand ça va être vrai dans ton contenu. Alors évidemment, il y a 2-3 éléments de cadrage quanti pour qu'elle ne fait pas un chèque en blanc. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est dérangeant qu'il y ait des Philips Hue dans le bureau de Romain toute l'année et qui filme dans son bureau, mais des fois il va filmer dans son bureau, il ne va jamais parler des Philips Hue, mais pour autant elles sont là dans son bureau parce qu'il y a une relation durable, machin, etc. Donc de mon point de vue en pourcentage, c'est dur à quantifier. Ça dépend vraiment quel est le niveau d'intrusion dans le contenu et quel est le call to action que va demander la marque en fait. En moyenne, je sais qu'un créateur vidéo qui a plus de 200 ou 300 000 abonnés, qui en vit depuis plus d'1 an, fait 1 à 2 collaborations par mois pour un total de 10 vidéos. Donc on va dire que sur 10 vidéos, il y a à peu près 1 ou 2 collaborations qu'il va accepter ou vouloir mettre en place pour aussi... En fait, le plus dur dans ce milieu-là, c'est de vivre au-delà de survivre, parce que pendant 3 mois, s'il n'y a rien qui t'intéresse et que le 4e mois, tu as 4 propositions qui te sont proposées, c'est très bizarre à expliquer à ta communauté s'il n'y a pas vraiment de lien. Donc l'objectif, c'est d'avoir une relation, justement, comme le dit Manuel, qui est durable, où nous, ça nous simplifie la vie, où on se dit, bon ben voilà, dans l'année, je sais que j'ai au moins ce budget-là pour faire vivre mon équipe, je vais pouvoir bouffer tranquille, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Maintenant, à moi de voir quel mois ou quelle période de l'année je vais pouvoir accorder à cette marque-là avec quel contenu. Ça nous met moins de pression que de savoir 3 jours avant qu'il faut faire une vidéo, même si le produit nous plaît, quoi. Désolé pour l'imprécision de la réponse, mais voilà. Non, mais on se complète. D'autres questions? Bonjour, Où êtes-vous? vous m'entendez? Ah, Ouais, là. c'est bon. Voilà, ok. Bonjour, Romain, en toute transparence, si demain mon entreprise souhaite faire une opération avec vous, combien et quel budget je vais devoir mettre sur la table? Alors, c'est des fourchettes. On parlait d'Instagram, de YouTube. Je peux donner un prix, on va dire, pour par exemple 100 000 vues acquises garanties. Je pense que 100 000 vues, et encore une fois, ça dépend des moyens. Est-ce qu'il faut qu'on parte à l'étranger? Est-ce qu'il faut qu'on prenne nous en charge les billets? Est-ce qu'il y a une vidéo, par exemple, où vous allez avoir les droits d'auteur dessus? La vidéo, c'est différent aussi si on la produit pour votre chaîne ou pour notre chaîne. Si les droits d'auteur, on va vous les léguer. Si les vidéos et les contenus qu'on fait là-bas, ils vont vous être légués aussi. On est dans une base, en voyant large, entre 6 et 15 000 euros, je pense. Pour quelqu'un qui garantit 100 000 vues sur une vidéo, ça veut dire qu'il a beaucoup plus que 100 000 abonnés, et je pense qu'on est dans cette tranche de prix-là. À peu près. Et encore une fois, comme dit Romain, ça dépend aussi de tout un tas de paramètres, parce que aujourd'hui, il faut le savoir, il y a des créateurs de contenu qui sont abusés par leur méconnaissance de leur boulot ou du cadre juridique de leur boulot. On voit, je ne vais pas en citer, certaines marques prendre des contenus qui ont été achetés pour une OP, puis se mettre à les réinjecter sans s'être acquitté des droits dans de la publicité, etc., etc. Donc, il faut avoir une discussion détaillée, mais c'est les Dans bons, ces tranches de prix, tu là, peux, en général. un post Insta, je sais pas. Un donner post aussi Instagram, et encore une fois, ça dépend. En fait, ça dépend de la marque, ça dépend de la collaboration long terme, parce que s'il y a une marque, par exemple, qui est jeune, qui va vouloir équiper tout mon studio, qui n'a pas beaucoup de budget parce qu'elle vient de se lancer, mais elle a l'idée du siècle, peut-être que je ne vais pas vouloir la faire payer aujourd'hui, parce que indirectement, je me dis que son produit, il va révolutionner ma vie si elle me permet de l'avoir, parce que son produit coûte une fortune, et que dans 10 ans, j'espère pouvoir être ambassadeur de la marque, parce que ça fera 10 ans que j'ai accompagné la marque. En fait, on est tellement libre justement aussi sur ce point-là que c'est impossible à dire. C'est pas comme à la télé où on peut vous dire voilà 300 000 vues c'est égal à temps. On n'a pas un format d'heure ou de publication où on vous dit attendez, si vous publiez samedi à 18h ce sera moins cher. On n'est absolument pas dans ce cadre-là. On est vraiment à chaque fois dans la justesse de s'accorder avec qui on collabore aussi et qu'est-ce que ça va engendrer derrière. C'est ce qui est chouette avec les créateurs de contenu, c'est qu'il y a encore un vrai rapport humain. C'est-à-dire qu'ils peuvent se passionner pour votre produit et commencer à faire des collabs, etc. etc. Et ça, c'est chouette. Ce qui, dans un média, vous appelez la régie, elle a une grille, et elle vous dit, si vous passez à telle heure entre tel programme, c'est temps, quoi. Et donc, il n'y a pas cette relation aseptisée, sauf peut-être pour les très, très gros influenceurs qui sont qui eux, ont... Et qui n'ont pas une thématique à monétiser. Voilà. Un influenceur qui fait du court-métrage, s'il doit placer un produit, là, évidemment, tu vends le nombre de vues, tu vends le temps d'exposition dans le court-métrage. On n'est pas du tout dans une logique, en tout cas, sur des chaînes high-tech, si c'est pour parler de produits high-tech.